Bonjour et bienvenue dans l'interview culte d'Opsis. Pascal Rambert, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette interview pour Opsis et Cult News. Alors, vous êtes metteur en scène, auteur de théâtre, vous avez été récompensé en 2016 par le prix du théâtre de l'Académie française pour l'ensemble de votre œuvre, bravo. Récemment, vous avez créé 16 au centre avec les élèves du Théâtre du Nord à Lille. Vous avez également adapté la version française, uruguayenne et dominicaine de Finlandia. En 2024, vous avez écrit et mis en scène Durante, deuxième volet du triptyque conçu pour le Piccolo Teatro de Milan. Et nous voici bien installés dans les locaux d'Opsis pour commencer cette interview. Alors, ma première question, elle va tourner autour du langage. Ça va pas vous étonner. Je trouve que le mot qui vous résume vraiment, c'est le langage. Enfin, le mot ou les mots d'ailleurs, le langage. Dans vos pièces, j'ai la sensation, vous me direz si vous êtes d'accord ou pas, que le personnage principal, c'est le langage ou la langue. Comment transformez-vous un concept en personnage ? Comment dire, moi, je viens du domaine de la philosophie, en fait. Et quand j'ai commencé à écrire très jeune, j'avais 16-17 ans, j'ai tout de suite, mis en place ce que je fais aujourd'hui. C'est-à-dire que j'écris pour les acteurs. Donc je considère que les acteurs, par leur tessiture, leur énergie propre, leur histoire, etc., suivant dans quel pays dans le monde je travaille, tout ça, c'est un langage global que je vais ensuite organiser dans des espaces, souvent très blancs, souvent sous de la lumière de néon. Pourquoi ? Parce que ça dessine parfaitement les corps, ça donne une netteté, un peu comme sur les spectacles chorégraphiques. Et donc, cette chose par rapport au langage, en fait, c'est toujours quelque chose que j'ai fait sans le savoir au départ, et après c'est devenu de plus en plus conscient. Pour dire ça très précisément, en fait, il a été question à un moment donné avec mon éditeur, donc de rééditer toutes les choses, voilà, genre les œuvres complètes, etc. Et en fait, je lui avais dit, ce que tu devrais faire, c'est enlever les titres de chaque pièce, des 70 pièces que j'ai écrites et mises en scène à travers le monde, et de laisser mettre bout à bout tout ce texte-là, parce que si vous parlez de concept, s'il y a un concept qui me plaît, c'est qu'en fait, même si je suis là comme ça en train de vous parler avec mes mains, mes lunettes, etc., mon idée c'est qu'en fait je suis une phrase, quoi. Je veux dire qu'il y a un moment donné, comme ça, je trouve que la vie d'un homme se résume pour moi en ce qui me concerne à ce que j'aurais commencé quand j'avais 16 ans, j'en ai 62. J'ai passé ma vie à écrire et à mettre en scène ce que j'écrivais, à répéter tous les jours, depuis tout le temps, enfin, je ne m'arrête jamais. Et donc, ce langage-là, c'est cette globalité, à la fois la chose textuelle, extrêmement dans l'oralité, et en même temps les objets physiques que je fais, qui sont aussi je parle pas de scénographie, mais qui sont l'entièreté à la fois du langage, des corps des acteurs, de l'espace dans lequel ça se passe, et puisque je conçois en fait tout, quoi. Il vous arrive d'écrire sans ponctuation, je voulais rebondir là-dessus. Quand vous dites que vous avez envie de faire une œuvre un peu totale, est-ce que vous l'imaginez comme ça, sans point ni virgule ? Bah oui, parce qu'en fait... C'est pas évident. Non, si, c'est très évident. Je veux dire que je répète à Tokyo ou à Pékin ou en Amérique du Sud ou en Afrique de plus en plus, ou Moyen-Orient, Amérique du Nord, les acteurs comprennent très bien ça. Je veux dire, le fait qu'il n'y ait pas de ponctuation, c'est pas pour faire le malin, c'est parce qu'en fait, j'écris comme ça depuis à peu près 30 ans, et que il fallait que je trouve une forme d'organicité, de rythme dans la phrase, qui fait que, en fait, les acteurs comprennent très bien le souffle et l'énergie de la phrase. Donc, parfois, ça peut être plus compliqué, par exemple, sur quelle langue? Le chinois, j'ai fait récemment Sœur à Hong Kong. Le cantonais se prête pas forcément à ça, mais on trouve des solutions. Étant traduit à peu près dans 40 langues, je suis obligé de trouver des solutions avec les traducteurs pour que je retrouve chaque fois la fluidité de ma langue, dans les 40 langues, voilà. Et donc, le fait
pas mettre de ponctuation. Je disais, les acteurs s'en rendent compte très bien parce qu'en fait, ils savent que... C'est un peu à l'image d'un bobsleigh, quoi. C'est-à-dire, ils savent qu'ils descendent à l'intérieur de la phrase, et dans cette descente effrénée, ils choisissent eux-mêmes de freiner à tel endroit, ou comme un grand slalom géant. C'est-à-dire, le slalom géant, c'est pas vraiment intéressant parce qu'à la fois, il faut à la fois passer des difficultés avec les portes, aller très très vite et pousser sur les bâtons quand on démarre, et ne pas avoir peur de la vitesse. Et les textes que j'écris, je les trouve un peu comme ce qu'on appelle le slalom géant parce que... Oui, c'est technique. Oui, parce que c'est très... Oui, parce que quand j'écris, par exemple, Clôture de l'amour, il faut que j'ai des grands acteurs pour le faire. Je veux dire, des acteurs moyens... il faut beaucoup de technique et en même temps, il faut à la fois... Enfin, c'est notre métier, il faut beaucoup de technique et en même temps... faut être très capable de laisser aller les choses aussi. Et l'écriture sans ponctuation, donne une forme de respiration. Quand j'écris pour Jacques Weber, il fait sa propre respiration. Ils font leur slash où ils veulent. Là, je rentre du Maroc, je suis en train de préparer une création avec les acteurs. Pareil, je veux dire qu'ils disent, mon point, je le mets là, etc. Donc, c'est aussi considéré que les acteurs, souvent, dans mes pièces, sont les co-auteurs de ce que je fais. J'aime bien les responsabiliser. Je pense pas que les acteurs, c'est des petits chiens comme ça. Je veux dire, c'est des gens qui ont... en plus, j'ai écrit pour eux, donc c'est pas comme si je montais avec eux le misanthrope ou autre chose. Là, c'est écrit pour eux. Est-ce que ça veut dire, pardon de vous couper, que vos acteurs et vos actrices, quand ils sont en répétition, ils ajoutent des ponctuations, vous les voyez, je veux dire, à l'œil? Surtout à l'oreille, c'est-à-dire que je parle pas trop mal 4 ou 5 langues, donc à force de travailler dans les pays ou au Japon ou ailleurs, j'ai fini par apprendre. Mais donc j'identifie assez bien, les... Sinon, je travaille en anglais, mais j'ai pas tant à l'œil qu'à leurs pieds. C'est-à-dire un acteur, non, c'est vrai, un acteur qui comprend pas ce qu'il dit, ça se voit dans la façon dont il se tient avec son corps. Et souvent, les pieds sont sur la tranche extérieure, on sent bien que quelque chose est... Et donc, je dis, arrêtons, et on retourne à la table, on regarde avec le ou la traductrice, et on voit en effet si ce qui a été traduit est clair ou pas. Et souvent, une traduction hasardeuse, ou en tout cas approximative, ça se retrouve immédiatement dans le corps de l'acteur. Parce qu'un acteur ne peut pas dire n'importe quoi. Ça, c'est sûr. C'est-à-dire qu'il a besoin d'avoir entièrement compris, ou s'ils n'ont compris, en tout cas, voir quel est le chemin. Et ça se voit tout de suite dans le corps. Donc que je sois avec un Chinois, un Uruguayen ou un Russe ou un Ukrainien, c'est le cas, de le dire. Dès que j'aurai un peu le temps, que je serai très très vieux, quand je serai très 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 vieux, que je serai très très vieux, je veux vraiment écrire cette chose sur les différentes façons qu'ont les acteurs de travailler à travers le monde. J'ai l'expérience depuis à peu près une trentaine d'années de travaillant dans une trentaine de langues sur tous les continents, de voir que la façon dont travaille un acteur allemand est très éloignée de la façon dont travaille un acteur espagnol versus un acteur italien. Alors, quand on part en Asie, que ça Taïwan, Hong Kong, la Chine, le Japon, toute l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, les façons de jouer, ce qui est fascinant, c'est la représentation du monde. En fait, notre façon de jouer est une chose culturelle, et la façon de jouer parle d'une représentation du monde à un certain point de la planète. Et la façon dont les Français jouent est très différente par notre culture et notre façon d'envisager le réel, très différente de ce que peut faire un acteur chinois. Donc ça, il faut que je l'écrive dans un moment. Mais restons un peu là-dessus, enfin je comptais en parler plus tard, mais c'est très bien maintenant. Votre plus grand tube, je crois, ça reste Clôture de l'amour, et c'est un spectacle qui est traduit dans le monde entier et qui est joué dans plein de langues. Ouais. Et je voulais savoir justement comment vous dirigiez en langues différentes, et si des ruptures étaient différentes en japonais ou en italien. J'ai la sensation que oui.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, c'est aussi un volume de texte, c'est-à-dire que le japonais est très long et prend beaucoup de temps. C'est comme l'allemand. Ça prend donc la version française, elle fait, je sais pas, 2h10. La version espagnole fait 1h35 à peu près. Surtout la version, enfin, le castillan. Attendez, je vous coupe peut-être pour les gens qui nous regardent, Ouais. rappeler ce qu'est ce spectacle, dire aussi qu'il est disponible Oui. dans le catalogue Opsis. Ouais. Est-ce que vous pouvez déjà nous dire ce qu'est Clôture de l'amour? Oui, c'est De quoi une ça parle? séparation. C'est une séparation entre un homme et une femme, et voilà. Et voilà. Non, mais c'est vrai, je veux dire qu'il y a- Et voilà, et 2h10. Non, oui, mais comment dire, moi je fais pas de pièces à thème, je fais pas des pièces sur des sujets, quoi. Pour revenir à ce qu'on disait au début, en effet, le personnage principal de mes pièces, c'est la langue. J'essaie de donner une forme à ce que vous-même êtes en train de faire. Je suis en train de parler, vous écoutez, puis vous envoyez des questions. J'essaie de donner une matière visible et concrète à l'activité folle que nous produisons. Enfin, moi, je produis beaucoup ça. C'est-à-dire, je suis tout le temps en train de produire des idées qui arrivent, bon, voilà, je suis extrêmement actif mentalement. Mais bon, on est tous très actifs mentalement. Et j'essaie de donner une forme à ça, c'est-à-dire à cette chose qui fait que les gens qui sont en train d'écouter maintenant, eux-mêmes, sont dans un rapport de création psychique comme ça. Et donc, c'est pas non plus, comment dire, de la littérature, comme on ferait de la littérature. Mais c'est comme si je prenais un micro et que je le branche sur la tempe de quelqu'un et que ce flux mental, devant lequel beaucoup nous ont évidemment précédés, c'est-à-dire si on parle de la façon dont, je sais pas, Virginia Woolf envisage la littérature, ce qu'a fait et qui pour moi était décisif quand j'avais 16 ans, ce qu'a proposé dans l'art du théâtre Peter Handke, avec des textes extrêmement, là aussi où on a l'impression que, ou Thomas Bernard, où on entend la rumination intérieure, je fais ça. Je fais ça parce que cette vie intérieure est ce qui m'intéresse, et j'essaie de lui donner une forme. Et d'ailleurs, les pièces que je fais de plus en plus, parce que je fais à peu près 10 créations par an dans le monde entier, font que je fais de plus en plus des pièces où les gens pensent dans leur tête, en fait. Je veux dire, c'est quelque chose qui m'évite de me taper les choses habituelles, des pièces de théâtre avec un début, un milieu et une fin, un plot, comme on fait dans le système anglo-saxon. Tout ça est assommant. Par contre, entendre des gens qui sont dans cette espèce de flux comme ça, c'est quelque chose que j'aime vraiment faire en ce moment. Et sur ma question qui était... c'est pas grave, on a pas mal dérivé, le bobsleigh, la piste noire, tout ça. Oui, mais c'est ça. Non, c'est bien. Sur le fait de diriger des acteurs, des actrices qui ne sont pas dans votre langue, sur des sujets qui touchent à l'intime, pour le coup, parce que j'étais sur Clôture de l'amour, où là, les deux se parlent en direct. Ils s'en envoient des vertes et des pas mûres, comme dans un ring. S'il y a un sport, là, pour le coup, c'est la boxe. Oui. Alors, comment ça se passe quand on dirige dans une autre langue Qu'est-ce qu'on obtient de différent dans différentes langues? Très bien. Déjà, il y a plusieurs choses. Par exemple, quand je le monte à Pékin, que je fais la version chinoise, déjà, le texte part à la censure et revient coupé. Très bien. Quand je le monte au Caire, donc en arabe classique, le texte part à la censure et revient coupé. Qu'est-ce qui est coupé? Ce qu'on appelle les sexual contents, c'est-à-dire tout ce qui a trait à... etc. Désir. Aux mots eux-mêmes, hein, les mots, et comme j'ai beaucoup de mots sexuels, sperme, etc. Enfin, dans mes pièces, il y en a. Mais parce que ça fait partie de la vie. Je veux dire, c'est pas, voilà. Je veux dire, il y a autant de choses sur, je sais pas, sur le théâtre ou sur justement le langage qu'il y a des choses sexuelles. Bon, la vie, tout dans la vie, tout l'amour de la vie. Et mais quand je suis à Pékin, donc le texte part à la censure. Et puis revient, et par exemple, ce qui était intéressant, c'est que au bout de 2-3 représentations, je dis, mais c'est marrant, parce que là, vous mettez un temps, là, un autre temps ici. Il me dit, oui, Pascal, c'est ce qu'on a coupé. Et en fait, il me disait, on s'arrête, on fait comme ça. Et on reprend, et tout le monde dans la salle sait que c'est l'endroit qui a été coupé. Ah, donc la censure est marquée.
Oui, et remarqué. Oui, c'est ça. Et donc, quand je travaillais au Théâtre d'Art à Moscou, que j'ai monté la version de Clôture de l'amour au Théâtre d'Art à Moscou, il y a plus de 12 ans maintenant, bien avant l'envahissement de l'Ukraine, je parlais avec les anciens acteurs qui étaient eux-mêmes à l'époque pour certains, qui avaient connu l'époque de Staline, et ils me disaient que quand ils faisaient exactement la même chose, c'est-à-dire qu'ils faisaient et ils continuaient. Donc c'est-à-dire qu'entre ce moment au Théâtre d'Art de Moscou et ce moment où je suis en Chine, c'est-à-dire quasiment 80 ans plus tard, c'est la même technique pour faire entendre ce qui manque. C'est fou. Et c'était ce que pour nous le dénoncer racontait. aussi, j'imagine. Et pour le dénoncer. C'est pas dénoncer, parce que... Mais c'est faire entendre un truc, faire entendre que quelque chose a été coupé. Et tout le monde Et j'aime beaucoup ça, parce que l'idée lacunaire des choses fonctionne aussi pas mal sur des choses que j'ai pu faire moi-même. Et j'aime le fait que le spectateur reconstitue ce qui manque. Bon, ça c'est pour... voilà. En Égypte, où là je dois aller faire Clôture de l'amour en Iran, parce que j'adore l'Iran, j'ai une histoire très longue avec l'Iran. Bon, ouais, c'est pas possible d'y partir maintenant. Non. C'est le Quai d'Orsay, c'est impossible. Mais enfin voilà, donc forcément là, on se retrouve avec beaucoup de passages coupés. Mais quand je suis au Japon, dans mes pièces, il y a beaucoup je t'aime, je te désire, j'ai envie de toi, bon bref. Et donc ça, on dit pas ça au Japon. Jamais personne ne dit ça au Japon. Et on ne dit pas je t'aime en japonais. On dit je suis content d'être à côté de toi et de me tenir près de toi dans le silence. Bon, donc donc ouais, c'est quand je parlais de culture, dire toutes les cultures qu'on peut avoir et la langue la langue que ça produit pour diriger les acteurs. Parce que Clôture de l'amour, c'est un ring. Les mots s'envoient à toute vitesse. Ouais. Alors ce que vous venez de dire sur je t'aime en japonais, ouais. Ça donne C'est quoi? pour ça que les pièces sont plus longues. Donc il faut ça dure couper 3 heures. aussi. Oui, il faut couper. C'est comme en allemand, c'est trop long. Donc alors, il faut quand même couper. Donc j'ai coupé des choses, souvent quand je le fais à l'étranger, comme ça. Pas toujours, mais oui. Parce que ça dépend de la vitesse de la langue. Et donc voilà. Et puis, par exemple, travailler avec les acteurs, pour moi, j'ai fait ça toute ma vie. Je veux dire, je n'ai jamais fait de métier, moi. Je n'ai pas de métier. Je n'ai fait que commencer à répéter en sortant du lycée jusqu'à maintenant. Je n'ai pas jamais travaillé. Je n'ai pas été livreur. Je n'ai pas travaillé dans un bar. Je n'ai fait que ça. Si demain ça devait s'arrêter, je ne sais rien faire de ma vie. Je ne connais pas ma droite et ma gauche. Je veux dire, c'est une catastrophe absolue, quoi. Je sais aller dans une salle de théâtre, regarder des acteurs et leur dire des trucs. Ça, bon, mais c'est inné, quoi. Je l'ai pas appris non plus, quoi. Et parler et travailler avec des acteurs à l'étranger, pour moi, c'est naturel, quoi. Enfin, je veux dire, je parle très peu, là, je parle parce que, voilà, vous me posez des questions. Mais en fait, je parle très peu avec les acteurs. Je veux dire, ce que j'ai compris aussi avec Clôture ou avec d'autres spectacles, en les remontant dans plein de versions différentes à travers le monde, c'est qu'on est une humanité, quoi. C'est-à-dire qu'on se ressemble beaucoup. Aujourd'hui, le truc le plus cool, c'est d'essayer de montrer qu'on est tellement différent de l'autre, etc. Je suis tellement différent. Chacun est dans son couloir et tout ça. En fait, on est vraiment, je veux dire, ce qui fait pleurer à Paris fait pleurer à Tokyo. Ce qui fait pleurer à Tokyo fait pleurer à Lima, quoi. Je veux dire, je l'ai vu dans toutes les salles. J'ai vu des choses de Clôture de l'amour où en Italie, les femmes se levaient après lorsque l'actrice italienne commençait à prendre la parole et disaient « brava, brava ». En Russie, les hommes partent quand la femme commence à parler à l'actrice. D'accord. Tu vois, donc tu as des choses comme ça qui sont de l'ordre de... ouais, c'est ça, on est vraiment ce qu'on est, en fait. Cette obsession comme ça de la différence, moi je vois que des gens qui sont très très proches. Alors évidemment, je sais pas, mais j'ai vu, enfin je veux dire, Clôture d'amour par exemple à Tokyo, les gens pleurent. J'ai fait, je sais pas, une quinzaine de productions japonaises en japonais. Jamais j'ai vu les Japonais pleurer. On ne pleure pas au Japon, ça n'existe pas. Quand je travaille en Amérique du Sud, au contraire, c'est extrêmement... ça réagit. Volubile, Mexique, c'est très chaleureux, parce que le Mexique, c'est un pays très, comme ça, voilà, très plein de... voilà. Donc, l'Allemagne, c'est extrêmement réservé. C'est pas des clichés, quoi. On est assez proche de ce qu'on
de ce qu'on est, je trouve. Tout à l'heure, vous avez dit quelque chose avec lequel je ne suis pas du tout d'accord. Vous avez dit, je ne m'intéresse pas aux histoires ou pas à l'actualité. Ouais. Je trouve pas du tout. Je n'ai pas dit ça, pas à l'actualité, à des sujets, des pièces à sujet. Aujourd'hui, tout le monde veut absolument faire des sujets, des pièces à sujet sur l'écologie, les violences faites aux femmes, la diversité. Donc, cette conception qui était la même chose dans les années 70, qui correspondait à faire des spectacles politiques, et si on ne faisait pas des spectacles politiques, on était vraiment, enfin, juste, ça n'existait pas. Aujourd'hui, il y a une sorte d'obsession du sujet. Et moi, c'est quelque chose qui m'exaspère profondément, parce que ces choses-là, je les fais, mais je les, comment dire, dans ce que j'écris, je le rentre à l'intérieur de la langue elle-même. Oui, je n'en fais pas une... Enfin, vous pourriez me dire, vous connaissez bien mon travail, je veux dire, je crois que je n'ai... Enfin, personne, sur de si longues années, a autant écrit de rôles pour des actrices. Je veux dire, j'écris pour les actrices. C'est mon truc, j'écris pour les actrices, j'écris pour les actrices. Bon. Et si on faisait une compilation entre ce que j'ai écrit pour les mecs et ce que j'ai écrit pour les actrices, on verrait que la pile est beaucoup plus grande. Mais je ne suis pas là en train de dire, voilà, je fais du théâtre engagé pour la cause des femmes. Enfin, tout ça est non, bien sûr que non. Voilà. Mais tout de même, architecture, nous disait les fondements de l'Europe. Et oui, mon Dieu, c'était visionnaire. Ça, bien sûr. Mes frères, pour le coup, c'était un spectacle contre le patriarcat. Mais je ne le présente pas comme ça. Tellement sublime. Voilà. Mon absente, sous couvert d'être la cérémonie mortuaire du seul personnage jamais nommé, vient enterrer des conceptions archaïques, et notamment avec des enjeux de langage assez intéressants. Tout à fait. Mais justement, ça, voilà. C'est-à-dire que est-ce que vous décidez quand même d'aller sur un fil où vous dites... Ce serait pas mal quand même de parler de l'Europe maintenant, ou pas du tout? Ça, je veux dire, je suis comme nous tous, quoi. Je veux dire, à la fois passionné et désarmé devant le cours des choses. Enfin, je veux dire, lorsque je fais architecture, l'architecture se finit par cette phrase qui dit il va falloir se préparer à des temps auxquels nous n'avions pas pensé, qui est vraiment une phrase qui n'est en aucun cas visionnaire, mais qui dit bien ce qu'elle veut dire. Enfin voilà, je veux dire, et c'est pas la première fois que je me rends compte que sur des choses, moi je ne crois pas en Dieu, mais je crois en une chose, c'est que la parole est performative. Ça c'est ma religion. Donc à partir de là, je veux dire, je pense que dire c'est faire, et cette chose-là fait que mes pièces, oui, elles produisent des choses. Par exemple, c'est intéressant, les acteurs me disent toujours, je me sens empoisonné. Et en fait, j'ai une langue qui empoisonne le corps d'un acteur au bout d'un moment. Quand je répétais Sœur avec Marina Hans et Audrey Bonnet... Ça veut dire quoi? Ça les poursuit? Ben oui, parce que ça empoisonne. C'est une langue qui empoisonne, au sens... les langues empoisonnent, de toute façon. Elles sont, lorsque on rentre à l'intérieur d'un travail, que ce soit, je sais pas, Shakespeare ou autre, on est dans cette langue-là quand on la répète. Et chez moi, comme c'est une langue extrêmement, présente, et les acteurs, au bout d'un moment, me disent, mais évidemment, j'en rêve la nuit, je suis dans cette langue-là, etc. Il y a un côté langue empoisonnée, j'adore ça. Hein. Mais oui, parce que je trouve que c'est bien, c'est-à-dire, c'est dans les deux sens du terme, quoi. C'est-à-dire, on est pris, puis ça empoisonne aussi en face. Donc ça me va. Quelque chose dont on n'a pas parlé, mais je l'ai évoqué là rapidement, c'est justement... Non, pas du tout, au contraire. Non, mais c'est en vous écoutant, comme vous disiez. Ça discute et ça vient. Un côté psychanalyse de fou. Peut-être qu'on pourra parler de ça aussi. Sur la question des niveaux de langage, je repensais à mon absente, spectacle que j'avais adoré, donc qui était un enterrement, plus ou moins, enfin un règlement de compte en famille autour d'un cercueil. C'est ça. C'est plutôt ça. C'est très bien. Merci. Avec des niveaux de langage qui étaient hyper intéressants, notamment il y avait du langage texto, des SMS lus en direct. Ce rapport-là les nouveaux langages, ça fait un peu vieille daronne, mais comment poser ça? Non, mais comment vous êtes venu à ça, à vous dire, ça m'intéresse aussi, ce langage qui est un langage écrit. C'est des matières vachement bien, quoi. Aujourd'hui, sur je sais pas, je sais plus combien, enfin les 20 dernières pièces que j'ai pu écrire là, ces 2-3 dernières années, il n'y a pas une pièce où il n'y a pas un téléphone portable, où il n'y a pas de l'interaction. C'est-à-dire que ces choses-là ont tout à fait... Moi, j'ai adoré l'arrivée du téléphone portable dans la vie, pour une raison très simple, c'est que j'ai pu commencer à entendre, ce qui est mon hobby favori, écouter les conversations des gens. Au restaurant, je veux dire,
je dîne avec ma chérie ou avec toutes les chéries avec qui j'ai vécu dans ma vie, c'est effrayant parce que je ne suis pas là, quoi. Je suis là. Je suis en train d'écouter parce que c'est une je ne peux pas m'empêcher. Ça fait du matériel après. Je sais pas, mais en tout cas, je ne sais pas pourquoi je fais ça. Je veux dire, c'est une catastrophe. On ne doit pas faire ça. Mais je dîne littéralement dans l'assiette des gens d'à côté, quoi. Je suis attiré, je veux comprendre de quoi ils parlent. Bon, voilà. Et donc les téléphones portables, c'était formidable parce que ça m'a permis d'avoir accès à des conversations intimes, de gens qui se disputent, de gens qui se parlent. Il paraît que l'arrivée des SMS a provoqué beaucoup de divorces parce qu'il y a les fils sur lesquels on peut remonter si quelqu'un ouvre le téléphone. Donc ça, tout d'un coup, disons que c'est un autre contenant qu'il faut arriver à intégrer dans les pièces contemporaines, mais de ce que furent, par exemple, les billets. Je veux dire, lorsque Alceste produit devant Célimène des billets que l'on aurait écrits à je ne sais qui, de quel prétendant, etc., c'est la même chose, sauf qu'on a changé de support. Mais j'ai été fasciné, quoi. Je ne sais plus dans quel pays j'étais, d'une immense dispute que je suis en train d'écrire pour Audrey Bonnet, d'ailleurs, qui s'appelle Mobile. Une immense dispute au téléphone. J'ai aussi vu un début de séparation. Avant, j'habitais place de la Sorbonne, il y a des cafés en bas, et j'ai vu une sorte de couple de pays de l'Est. Je l'ai vu en direct, j'ai vu qu'elle prenait le téléphone de son mec, qu'elle lisait, qu'elle le reposait, et là, ça a été le cataclysme. Donc, ce rapport-là, pour quand on écrit du théâtre, c'est énergétique, et ça, je veux dire, je reçois ça, je le transforme en texte, je le donne aux acteurs qui eux-mêmes le renvoient aux spectateurs. Donc, c'est une chaîne énergétique qui est en fait l'essentiel de mon travail. Je suis un déplaceur d'énergie, et je le prends, je le transforme, une sorte de transformateur comme ça, tu vois. Je vois bien même. Gros transformateur électrique auquel on peut s'électrocuter, qui empoisonne aussi. Décidément. Franchement, c'est pas cool, hein. Mais si tout va bien. Le mot qui me vient plutôt, c'est le mot de transmission. Il n'y a pas longtemps, je suis allée au Théâtre National de Bretagne voir ce que vous avez fait avec les étudiants et étudiantes qui finissaient donc leur parcours, puisqu'il y a une école qui est attachée au Théâtre National de Bretagne et dans laquelle vous intervenez un peu. Et donc, vous avez mis en scène une pièce qui s'appelait Dreamers pour ces jeunes gens. Vous avez également fait ça pour Lille, pour l'école du théâtre, qui est l'école qui est associée au Théâtre du Nord. Alors là, comment ça se passe avec la très jeune génération? C'est pas pareil, travailler, j'imagine, une année entière, puisque vous faites ça, c'est que vous pensez des textes quasiment pour des bouches. Vous pensez un texte qui va sortir de la bouche de Marie-Sophie Ferdinand, parce que cette articulation-là, elle est précise. Pour la bouche de Stas Dordet. Là, c'est différent. Vous avez un groupe d'élèves, une vingtaine, et ça marchait merveilleusement bien, c'était sublime, merci. Merci. Comment vous avez réussi à faire avec des si jeunes acteurs et actrices que vous arrivez à faire avec les stars que vous manipulez d'habitude? Vous l'avez dit, j'arrive pas à travailler avec des gens moyens. Alors ils sont très bons ceux-là, mais ils sont en devenir quand même. Oui, en fait, il se trouve que les gens avec qui je travaille ont dirigé des théâtres qui avaient des écoles. C'est-à-dire ça sortait au Théâtre National de Bretagne, de Strasbourg. M'a demandé quand il est arrivé, j'aimerais que tu écrives quelque chose pour les élèves qui sortirent de son premier groupe qui s'appelait Mon Vérité, qu'on a créé juste avant le Covid. Oui. Là-dessus, j'avais fait aussi d'autres choses, nos parents, que j'avais fait, qu'on m'avait demandé dans une école, formidable école, la Manufacture à Lausanne. Ah, très bien. Et j'avais aussi écrit un texte pour eux qui s'appelait Lac aussi, qui est très très monté aussi, avec ces 20 monologues qui s'enchaînent de jeunes gens. Après, j'ai fait autre chose qui s'appelait 8 ensemble pour le Festival d'automne il y a 2-3 ans. Et après, Arthur Noziciel m'a demandé de faire une sorte de trilogie, Dreamers 1, Dreamers 2, Dreamers 3, jusqu'à 2027. Donc Arthur Noziciel qui dirige le théâtre de Bretagne. Tout le monde aura compris. Et aussi donc pour l'école du théâtre de Lille. Mais je le fais parce que ce sont des gens que je connais. Comment dire,
je peux peut-être le dire, mais je reçois à peu près entre 80 et 100 propositions par an. J'en fais 10. Ce qui est vraiment déjà enfin, personne ne fait. Voilà, c'est une première quelque part dans le monde chaque mois. Mais comment dire, c'est aussi. Je ne fais que ce qui me plaît, d'une certaine manière. Je vais là où je trouve que c'est. Mais alors, agréable. travailler avec ce Et travailler avec eux, c'est pareil. C'est-à-dire que ça me plaisait. J'ai un fils qui a 30 ans, qui fait du cinéma, et je trouve que c'est la même génération, ça me plaît beaucoup, etc. Et puis, comment je fais? Je parle beaucoup avec eux. On se parle tous ensemble, comme ça. Et puis après, on s'envoie pas mal de mails. J'écoute beaucoup ce qu'ils me racontent de leur vie. J'écris jamais la vie des gens, mais je peux passer de quelque chose qui m'a raconté à quelqu'un d'autre, etc. Et après, je les laisse tranquilles, je prends leurs photos, je les imprime. Et suivant où je suis dans les Airbnb dans le monde, je les mets sur le mur, je les regarde et je commence à écrire. Ok. Et je fais ça tout le temps, en fait. Et donc, j'ai une sorte de matériel. Par exemple, les premiers, ça s'appelle Dreamers, je leur avais dit, envoyez-moi... Tu fais comme Montaigne. Montaigne, il faisait ça. Montaigne, il se faisait réveiller pour se rendre compte qu'il dormait et pour aussi noter ses rêves. Donc je dis, tu fais pareil, tu fais comme Montaigne, tu mets une alarme sur ton iPhone et tu le mets à 3h45 en plein milieu du sommeil de la nuit et ça sonne et voilà. Et j'ai comme ça, on a plein de rêves qui ont été enregistrés, à demi ensommeillés, avec des voix pas du tout théâtrales, complètement pâteuses, et presque comme si j'avais mis un enregistreur sur une partie de l'inconscient de quelqu'un. C'est-à-dire parce qu'en fait, là, on s'enregistrait les inconscients. Donc, je prends là-dessus. Après, il y a les vies personnelles des gens, il y a... et de toute façon, je fais comme je fais. Non, mais c'est vrai, je fais comme je fais, je veux dire, c'est... de toute façon, je ne prévois rien. Je sais quel est le titre, là je suis en train d'écrire Les Conséquences, qui sera à l'automne prochain au Festival d'automne et au Théâtre de la Ville, avec beaucoup d'acteurs français, mais j'ai écrit ce matin, je vais vous quitter, j'écrirai ce soir. Ce que je vais écrire ce soir, je ne le connais pas. Je veux dire que mon plaisir, et que j'essaie de redonner aux acteurs et ensuite aux spectateurs, c'est je ne sais pas ce qui se passe. Moi, c'est la langue qui me pousse. Oui, ça je sais. Je suis comme poussé par un vent très fort, comme quand on est, je sais pas, au bord de la mer et qu'on vacille un petit peu. Mais moi, je me mets pas avec des notes, je prends jamais de notes, jamais. Je trouve ça, à chaque fois, je ris quand je vois Trigorine dans La Mouette qui prend ses petites notes. Là, c'est vraiment le cliché de l'écrivain. Moi, je supporte pas ça. Par contre, ce qui va rester en moi de ce qu'on m'a raconté, ça sera la chose qui... Voilà. Mais je prends pas de notes. Si j'oublie, c'est oublié, ou ça partira dans une autre pièce. Mais je ne sais jamais ce que je vais écrire. Je n'ai pas de plan. Je ne fais pas de plan. Et à part sur des grandes architectures comme Architecture, là il y a beaucoup, celle que je chante, quand même, bon voilà, il y a une structure globale, voilà. Mais ce que les gens disent, ce que les spectateurs entendent de mes pièces, c'est ce que j'ai écrit, c'est ce que j'ai rédigé quasiment, il y a pas de repentir, quoi. Je veux dire, ce qu'on entend, c'est ce que j'ai écrit. C'est pas... Moi, ce qui me plaît, c'est, une fois de plus, si je mets un micro sur la tête de quelqu'un pour entendre ce flux intérieur... Dans plutôt que sur. Ouais, oui, dans... c'est aussi parce qu'en fait, quand j'écris, je ne veux rien savoir, je ne veux rien préparer. Il faut que la maison soit absolument en ordre. Ça, c'est une sorte de folie personnelle, quoi. Je peux pas travailler dans le désordre, je peux travailler dans les aéroports, je peux travailler dans plein d'endroits urbains, mais quand je travaille, que je sois chez moi ou quelque part dans le monde, il faut que le lit soit fait, il faut que tout soit au repos et calme dans la maison, qu'il n'y ait pas un truc. Et à ce moment-là, mon cerveau est entièrement, disponible, pas de téléphone. Et là... Là, vous déroulez. Voilà, je déroule. 2-3 heures, je rédige, après j'arrête et après je fais faire un grand ménage. Puis après je vais répéter. Souvent, la plupart du temps, je vais répéter. J'écris le matin,
Je répète de 14 à 18 heures, je répète jamais plus de 4 heures par jour, et après je rentre le soir et j'écris. Ça c'est vraiment, je me lève à 6 heures, je fais 1 heure de yoga, après j'écris, après je vais répéter, et après je rentre. Ça c'est la belle vie. C'est pas mal. Ça c'est ma vie. Elle est bien, votre vie. Il me reste encore 2 petites questions. La première, elle n'a rien à voir avec le langage, justement. Je voulais savoir quelle place avait la musique dans vos spectacles. Justement, la dernière pièce que j'ai vue de vous, c'est cette pièce pour les jeunes gens du Théâtre National de Bretagne, où c'était une rave party. Oui. Ils parlaient sur de la musique techno démente. Ouais. Et au milieu du spectacle, pardon, je spoil, au milieu du spectacle, vous leur faites chanter une chanson que j'adore de Juliette Armanet, au piano. Inventer l'amour, ouais. Oui, Inventer l'amour. Très, très, très belle chanson. Très belle. Oui, très belle. Bon, à part qu'on est fan, d'accord. La musique, à quelle place maintenant dans votre travail? Parce que vous n'avez pas toujours utilisé de la musique à ce point. Ça dépend des pièces. Il y a des pièces qui supportent d'avoir Clôture de l'amour, c'est absurde d'avoir de la musique derrière. Le langage est tellement fourni, c'est tellement une forêt étroite que ça serait absurde de mettre ça. Puis c'est une pièce qui se joue sans micro. Celle que je suis en train d'écrire, là, elle est toute à micro. Donc derrière, je peux mettre en effet la personne avec qui je travaille depuis maintenant 25 ans, qui est Alexandre Meyer, et qui fait tous les nappages, toutes les musiques de toutes mes pièces et tout ça. C'est un peu comme mon frère, quoi. Enfin, on n'a plus besoin de se parler, comme avec Yves Gaudin qui fait la lumière de mes pièces, on se parle jamais, quoi. Enfin, on s'adore, mais on n'a pas besoin de dire on va faire ça. Non, on le fait. Vous mettez un néon blanc. Si, non, mais dire que ce que j'aime beaucoup, moi, je suis héritier de, je sais pas, du Black Mountain College, c'est-à-dire toute cette chose des années 50 aux États-Unis. Avec Cunningham et Cage, où l'un travaille de son côté, l'autre travaille, et après on rajoute les choses, on se met ensemble. Mais nous, on fait pas de réunion préparatoire, jamais de la vie, enfin on trouve ça grotesque. Par contre, on arrive, premier jour de répétition, tout est monté, la lumière est montée, toutes les possibilités sont là, et à partir de là, on commence. Et moi, je répète généralement jamais plus que 2 semaines. Toutes mes pièces, je les fais en 2 semaines, parce que c'est écrit pour les acteurs. Ils arrivent avec le texte parfaitement su. Et il y a une forme d'évidence, j'ai les clés de la pièce, ils l'ont souvent eux aussi, et j'ai beaucoup cherché. Dans les années 2000, j'ai beaucoup cherché. J'ai beaucoup fait des heures et des mois, voire même des années de pure recherche. J'adore la pure recherche, mais comme on fait la recherche pure en sciences, j'ai vraiment fait ça, j'ai adoré faire ça. Ce que j'avais développé comme l'idée de théâtre en temps réel et qui a en fait tout ce travail-là qu'on a fait pendant des années avec mon groupe a donné ce qu'est Clôture de l'amour ou d'autres pièces, c'est-à-dire ce type de théâtre-là avec de la présence, pas de vidéo, cette chose que il faudrait absolument mettre des vidéos, bon bref. C'est comme ça. Non, mais voilà, je veux dire que moi, j'ai pas besoin de vidéo, j'ai pas besoin de décor. Tout est à l'intérieur de la langue. Donc, le décor, les couleurs, les images en mouvement, et ça, tout est rentré à l'intérieur de la pièce, tout le temps. Alors, vous l'avez déjà plus ou moins dit depuis le début de notre discussion. Ouais. Vous êtes en création. Est-ce que vous pouvez me raconter ce qui se profile pour vous en 2025? Donc, on a compris un spectacle au Festival d'automne, mais pas que. Oui, ça, c'est en France, ça. Alors, dites-moi un peu. Non, qu'est-ce que je prépare? Qu'est-ce que vous faites en ce moment? Bientôt, là, je fais une création que j'ai écrite pour des acteurs au Maroc, à Rabat, puis ensuite je serai en Chine, à Pékin, pour une nouvelle création écrite pour les acteurs chinois, puis ensuite à Shanghai. Entre-temps, je prépare une nouvelle création au Théâtre National en Croatie, puis ça sera le temps de comment on appelle ça, l'adaptation de Rangé que j'ai faite avec Jacques Weber, que je vais faire donc maintenant au Mexique, à Mexico. Ensuite, c'est la pièce française, je veux bien les conséquences pour le festival. Vous pouvez nous en parler un tout petit peu? De quoi? Des conséquences. Oui, bien sûr. Les conséquences, c'est à peu près presque les mêmes acteurs que architecture. Okay. Il y a Jacques Weber, il y a Marie-Lou Marini, Arthur Nosiciel, Stanislas Nordet, Audrey Bonnet, Anne Brochet, et des jeunes acteurs que j'ai rencontrés justement au TNB, à l'école du TNB ou à l'école du TNS. Il y a aussi Laurent Sauvage qui lui a fait évidemment le conservatoire avec Stanislas Nordet, qui a fait beaucoup de pièces avec lui. Bref, il était d'ailleurs dans Mon absente. Oui. Et j'ai fait l'année dernière une création au Caire,
Je vais en Égypte depuis à peu près 30 ans. J'ai appris l'arabe classique là-bas et j'adore ce pays. Bon, bref. Et donc, j'ai fait plusieurs créations là-bas. Et là, j'ai écrit une pièce spécialement pour l'année dernière qui était un funérailles, mariage funérailles. J'ai adoré cette forme-là. J'ai adoré le passage du temps. Et là, j'écris funérailles, mariage sur une dizaine d'années, avec Jacques Weber et Marie-Lou Marini qui sont les plus âgés, puisqu'ils ont, voilà. Et ça descend comme ça en pyramide et voilà, jusqu'aux plus jeunes qui ont la génération 25-30 ans. Et en fait, c'est plutôt une pièce, c'est une pièce sur nos actes et leurs conséquences. Et comme j'ai vieilli, je me rends compte que ce que j'ai fait quand j'avais 30 ans, j'en vois maintenant, je vois les rebonds sur le temps, et j'aurais sans doute pas pu écrire cette pièce-là il y a 30 ans. Et en fait, elle fait partie d'une trilogie, si on peut en dire un mot d'ailleurs. Bien sûr. Où je devrais faire en 27 ce qui s'appelle les émotions, qui est exactement le même schéma, mais vu du point de vue des émotions. Ok. Et la troisième en 29, qui s'appelle la bonté, qui est vue du point de vue de cette chose assez rare, je fais des pièces tellement agressives, les gens sont tellement agressifs à l'intérieur. Alors je sais pas si on pourra le faire, parce qu'une trilogie en 2025, avec, si on peut en dire quelques mots, ça fait donc moi, je crois, 45-46 ans que je fais ce métier-là. Je n'ai jamais vu l'état de mon métier dans ce pays extrêmement généreux pour le performing art à un tel niveau de lent effondrement. Votre compagnie est très subventionnée ? C'est pas la question. Moi, je pourrais tout à fait même vivre, je veux dire, hors de France, sans. Enfin, je veux dire, c'est. Puis moi, d'une certaine manière, j'ai fait ce que j'avais à faire. Ce que je vois plutôt, et ce qui est évidemment plus préoccupant, c'est pour les jeunes metteurs en scène, les jeunes acteurs, qui montent des spectacles avec 5 000 €, qui ont l'air d'être tellement contents quand ils ont réussi à prendre 3 000 € sur une coproduction au fin fond de je ne sais où. Mais ça, c'est encore... voilà. Mais là... ouais, je n'ai jamais... Et franchement, je suis artiste associé au Piccolo à Milan. C'est le plus gros théâtre d'Italie. C'est aussi très compliqué. Je fais beaucoup de productions en Espagne. C'est très compliqué. Donc la France reste. L'Allemagne, c'est un autre projet. L'Allemagne, c'est des théâtres qui sont fixes, etc. C'est pas du tout la même histoire. Mais dans cette France qui est extrêmement généreuse, qui a été... moi, je suis un enfant des années Lang et Mitterrand, etc. Peut-être que ça va produire quelque chose dans la jeune génération une forme de hargne qui peut produire un théâtre beaucoup plus agressif que ce que nous aurons produit nous-mêmes, parce qu'on a été très gâtés. Je le vois beaucoup quand je travaille en Amérique du Sud, où les conditions de travail sont vraiment difficiles pour les artistes. Je parle pas de New York, qui est devenu un désert absolu. Tous mes amis, j'ai quand même vécu 15 ans entre Paris et New York, tous mes amis new-yorkais aujourd'hui, soit ont arrêté, soit font un spectacle tous les 4 ans ou 5 ans. Sans doute tu connais tout à fait Richard Maxwell, qui est beaucoup venu au Festival d'automne, qui est pour moi l'artiste. Si chaque pays a un artiste, si Angelica est à l'Espagne, si Roméo est à l'Italie, s'il y a un Américain, c'est Richard Maxwell. Et on est très amis, comme avec Angelica ou comme avec Roméo, et Roméo travaille parce qu'il est italien. Renaud Castellucci. Voilà, Renaud Castellucci, pardon. Je ne voulais pas du tout faire d'entre-soi, pardon. Mais je partage, je suis tout à fait groupie voilà. aussi. Et donc, mais c'est vrai que c'est terrible, là, franchement. Là, ça va être encore pire. Et vraiment, c'est au point de ne plus pouvoir exercer son métier.
Mais pour revenir pour un la peu France, sur vous, je sais pas du tout. est-ce que les coupes budgétaires actuelles ont des conséquences sur Structure Production, qui est votre... Non, parce que on a comment dire, des choses qui sont signées, des contrats qui sont signés à plusieurs années. Mais c'est pas tant ça que Non, c'est l'ambiance générale. C'est l'ambiance générale, quoi. Je veux dire, pour monter les conséquences, je peux le dire, en 45 ans, je n'ai pas passé un coup de téléphone pour dire j'aimerais faire un spectacle. Ça ne m'est jamais arrivé. Je n'ai jamais, on m'a toujours dit, Pascal, qu'est-ce que tu fais dans 2 ans, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Je n'ai jamais fait moi-même la démarche. Jamais. Jamais. Là, je ne le fais pas, évidemment. Il y a Pauline Rossi qui s'occupe de tout ça, ma productrice, mais là, cette fois-ci, j'ai pris mon téléphone pour que je puisse parler à 2-3 personnes, parce que je sentais que ça devenait nécessaire. Et je suis surtout très fier dans la tension et l'inquiétude globale qui est dans le métier que j'exerce, je trouve que le fait d'arriver à monter une pièce comme Les Conséquences avec 11 personnes, plus tout le monde derrière, donc à peu près on est une vingtaine, ça relève voilà. Mais moi j'ai une sorte de... Plus c'est dur, plus ça me plaît. Ça, j'adore. Plus c'est dur, plus... franchement... plus c'est violent, plus c'est difficile, plus c'est compliqué à faire. Et plus les temps sont difficiles, plus je pense qu'il faut faire des choses exceptionnelles. Oui. Il faut se barrer de l'idée, on va faire un petit monologue et tout ça. Et donc, pour monter Les Conséquences, j'ai commencé à en parler il y a exactement plus d'1 an et demi. Et on l'a monté, je dirais pas avec facilité, mais pas non plus avec trop de difficultés. Voilà où nous en sommes. Merci beaucoup Pascal Rambert. Je rappelle qu'on peut retrouver dans le catalogue OP6 Clôture de l'amour et Sœurs. À bientôt. À bientôt. Merci en tout cas. Merci. Merci.